Bonjour, good morning, guten Tag. Oui, nous avons planifié cette course ce matin. Elle n'est pas aux premières heures, c'est vrai. Le monde s'est déjà réveillé. Il y a déjà beaucoup d'activités. Mais nous avons dit que nous allons le faire. Alors bienvenue sur ce canal chez Maître Joega, à Facebook, à YouTube, c'est Run with Junior, pareil sur Instagram et TikTok. Donc vous aurez des vidéos sur l'éducation pour la course à pied, sur l'actualité du football, Coupe du monde, décryptage des matchs et surtout l'actualité en général. Aujourd'hui, nous suivons le programme de course lente, pour améliorer l'endurance. Et j'ai pas choisi le départ le plus évident parce que j'ai commencé directement par une petite montée. Oui, parce que ça fait partie des trajets. Et sur les montées, vous nécessitez plus d'énergie. Et plus de souffle, quoi. Voilà. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion de suivre mon évolution. Parce que parfois, nous nous sommes rendus compte que les courses lentes sont un pas au-dessus, un peu trop rapide. Pourquoi? C'est vrai, ayant l'habitude de courir assez vite, de faire des courses au chrono, des fractionnés, ou bien des 500 mètres, des 1 km en moins de 4 minutes, en 3 minutes 35, ça donne souvent ce rythme de vouloir partir vite. Mais bon, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous avons aussi observé que le fait d'aller vite aussi c'est bon signe parfois, parce que ça prouve que qu'on progresse. Mon rythme de course de course longue, course lente, si je vais peut-être à 5,30, une autre personne ira peut-être à, je vais dire quoi, 6-7 minutes par kilomètre. Donc il ne faut pas prendre le rythme de quelqu'un et se l'imposer, non. N'imposez pas le rythme de quelqu'un sur vous. Travaillez votre propre rythme. Donc, je vois certains, quand je joue souvent au ballon, les gars me disent que bon, moi je tape mon, je vais en moyenne à 7, 6,45. Je dis bon, moi j'ai un autre temps, mais c'est le mien, c'est ce que je travaille. Bon, aujourd'hui nous avons prévu spécialement de parler de, oui, avec tout ce qui se passe en actualité de l'Afrique du Sud, dont d'ailleurs même par coïncidence ou bien par je ne sais pas quoi, pardon, je porte leur couleur aujourd'hui dans cette course. L'Afrique du Sud, c'est quoi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud ne se démarque pas venant d'un autre continent, sauf le nôtre. L'Afrique du Sud fait partie de notre continent, appartient à notre continent. L'Afrique du Sud se fait parfois des projections, surtout au niveau des populations, ou du moins des projections leur sont entretenues, leur faisant croire que ils appartiennent carrément à un autre monde. L'Afrique du Sud, c'est aussi une population accueillante, sauf que cet accueil de la population
est dilué par des mouvements de xénophobie, la haine contre les étrangers qui sévissent, les marches qui sévissent présentement en Afrique du Sud pour chasser les soi-disant immigrés sans papier. Alors on se pose la question de savoir à qui de faire ce rôle, à qui de contrôler les immigrants sans papier en Afrique du Sud. Avant de répondre à cette question, nous allons répondre à une autre question d'abord. Pourquoi vouloir chasser, ou du moins, quelles sont les raisons? Je commence par là. Quelles sont les raisons qu'ils donnent en tant que Sud-Africains de vouloir chasser les immigrants étrangers? Alors, criminalité, ça revient, trafic de drogue, manque d'emploi, du moins le fait que les étrangers prennent leurs emplois, ou du moins le taux de chômage qui va à la hausse, qui d'ailleurs même depuis 2009, sur 1994 à 2009, l'Afrique du Sud avait connu une croissance exponentielle. Et à partir de entre 2008 et 2009, oui, maintenant à partir de 2009, cette croissance a carrément est allée dans le sens opposé. Oui. Pourquoi? On reviendra sur ça dans les détails. Mais du coup, on voulait donner les raisons, on voulait énumérer les raisons pour lesquelles les Sud-Africains, certains, pas tous, certains, sont soi-disant en train de citer les étrangers sans papier, coupables de prendre ce qui leur appartient sur le territoire. Ah, là aujourd'hui je me suis équipé, j'ai apporté ma serviette parce que là ça transpire. Oui, certains locaux sud-africains se plaignent ainsi après avoir cité ces raisons-là. Mais qui est responsable de contrôler les entrées de la population interne comme externe dans un pays? Qui est responsable de la création, de la régularisation des emplois, de créer des normes ou de s'affilier aux normes existantes pour pouvoir protéger les secteurs d'activité? Qui est responsable d'encadrer les différents secteurs afin de leur donner un certain privilège dans le sens du bien-être des populations locales? Qui est responsable de l'octroi des documents aux populations locales? C'est ça la question. Ce sont les questions là-bas que plusieurs évitent. En fait, les Sud-Africains, certains, ils n'ont même pas le temps de se poser ces questions-là. Parce que ils ont chevauché tellement de choses et ils ne font que retourner l'histoire. Les vieilles habitudes ont la peau dure. La xénophobie. Vraiment, à l'époque de l'apartheid, quand les Sud-Africains avaient des revendications, surtout les personnes dites de couleur, alors il y a eu des mouvements qui sont nés. La ANC, il y a eu qui travaillait pour la libération de l'Afrique du Sud, pour ces populations dites de couleur sombre. Il y a eu surtout des pays africains, des voisins, ou encore d'autres même, pas forcément voisins, je crois que c'est la Guinée-Conakry, si je me trompe, qui allaient même loin à suivre certains programmes faits en Afrique du Sud
pour pouvoir donner une leçon à leur propre population locale. C'est-à-dire que le fait d'être résistant, résilient, se battre pour ses droits, ce sont des choses qui étaient même récupérées par d'autres pays de l'Afrique et transmis comme valeur fondamentale à leur propre population. Mais les Sud-Africains, ils ne se posent pas ces questions-là. Ou du moins, la population locale, ils ne se posent pas ces questions-là. Ce n'est pas, comme on dit trivialement, c'est pas leur tasse de thé. Ils n'y arrivent. C'est au-dessus d'eux comme ça. Parce qu'ils sont tout en bas, comme le niveau là, vous voyez là, la tête. Et la question est au-dessus d'eux comme ça. Donc, ils savent même pas. Ils savent pas que ça existe. En tout cas, du moins certains. Vous êtes en train de vous plaindre. Je commence d'abord par le vol ou bien le manque d'emploi, le chômage. Parce que l'autre aurait un travail que je n'en aurais pas. Non. Comment il est entré? Il y a certains qui peuvent arriver en situation irrégulière, mais après ils se régularisent. Mais une fois sur le territoire, comment il s'implémente, comment il s'intègre et quelle est la performance qu'il donne dans le milieu du travail? Qu'est-ce qu'il rapporte au gouvernement? Je prendrai ici l'exemple d'un Sud-Africain qui a fait il a fait une vidéo là où il parlait de ses frères. My brother, the problem is not immigrant people. The problem, we are the problem. We know the problem. Let us treat the problem. Donc, c'est pas les autres le problème, c'est nous le problème. Laissons-nous régler le problème. Mais je me disais à ce moment que plusieurs de ses frères vont se réclamer ne pas être son frère parce qu'il dit la vérité. Comment vous pouvez expliquer que certaines personnes, alors, ils travaillent, ils ont leur salaire, comment dire, semestriel, par exemple, disons n'importe quoi, de 150 000, ou disons n'importe quoi. À la fin de la semaine, ils récupèrent l'argent, ils partent faire des répartitions sur le plan privé, partagent à la famille, ils soutiennent leurs parents, la maison, et ensuite, ils partent s'amuser avec le reste, ils partent se mettre à l'aise, se faire plaisir. Peut-être il faudrait poser la question à quelle proportion ils se plongent dans des... Je reprends ces propos, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est un Sud-Africain qui a fait une vidéo là où il dit les gars se plongent dans l'alcool. Ça arrive chez plusieurs, ça arrive dans plusieurs endroits, c'est vrai. Mais quelle est la proportion en fait? Est-ce qu'on le fait parce que on va pas se lever le lundi pour aller travailler ou bien suivre ses activités le week-end? Donc, de ce fait, si les gars arrivent, le lundi les gars arrivent au travail, ils sont cuits, carrément cuits. Et on parle même souvent que plusieurs personnes travaillent. Or, ces étrangers, ils sont en condition. Parfois, c'est ces étrangers qui sont prêts. Ils s'organisent sur leur gestion d'argent. Ils s'organisent même à faire des prêts aux Sud-Africains avec des intérêts. Alors que ces étrangers gagneraient même moins que les Sud-Africains. Mais la gestion est tellement bonne qu'ils arrivent à faire des prêts à ces mêmes Sud-Africains locaux. Alors, ce n'est pas un secret de dire, c'est pas la quantité d'argent qu'on gagne qui nous rend riches. Non. Quelle est notre relation vis-à-vis de l'argent et surtout, comment est-ce qu'on gère et traite cet argent-là? Comment est-ce qu'on apprécie cet argent?
Ça, ce sont les questions. Comment est-ce qu'on voit l'argent? Donc du coup, si les gars ne veulent pas travailler, il y a d'autres personnes qui sont engagées, prêtes à faire le boulot. Il y a plus d'une personne qui sont prêtes à faire du boulot. Et maintenant, l'idée c'est déjà d'avoir des mentalités qui sont propres à vouloir évoluer personnellement. Mais comme dans plusieurs pays au continent, on a vulgarisé la boisson, l'alcool, parfois les religions. J'ai rien contre les religions, hein. Ce fléau est devenu oui, c'est fléau. La boisson, perdre le temps dans des cérémonies qui durent des heures et des heures, ça devient une forme d'occupation. Et quand parfois on se réveille, la première personne qu'on voit à côté, c'est son voisin qui vient d'un autre pays. Sauf que ce voisin qui vient d'un autre pays, même les Chinois qui sont très évolués, je ne sais pas s'ils ont un appareil qui te voit et te scanne et permet de dire que tu as les documents ou tu n'as pas les documents. Non. C'est facile d'accuser l'autre. C'est trop facile. Mais quelle est la question qu'il faut traiter à ce moment-là? L'histoire du comportement des Sud-Africains qui se plaignent dans la rue en masse aujourd'hui, c'est une histoire qui remonte de beaucoup d'années. Beaucoup d'années. N'oubliez pas que bientôt en novembre, il y aura des élections. Il faut apprêter les politiques. Il faut apprêter les campagnes, les programmes. Il faut apprêter les idéologies. Il faut travailler des gens. Travailler les mentalités. Et oui, c'est ça la face cachée de ces affaires-là. Pourquoi est-ce que il y a des mouvements à l'approche des élections? Comment est-ce que on se fait les candidats? Comment se fait-on les candidats? Comment? Ça, c'est aussi la question qu'il faut se poser. C'est un élément qu'il ne faut vraiment pas négliger. Alors, pointant du doigt les étrangers, il y a un ancien président sud-africain qui, lors l'une de ses conférences, il expliquait les relations soudées, fortes que l'Afrique du Sud a avec plusieurs pays du continent. Il a cité le cas de l'ANC, là où il y a l'un d'entre eux qui avait des mouvements douteux dans l'enceinte de l'aéroport et qui venait de notre pays. La police de ce pays est arrivée, a demandé à le rencontrer avec un haut responsable. Chose qui a été faite. On lui a ramené les faits. Nous savons que tu es flexible dans cet aéroport et quand ça entre, c'est toi qui prends les substances de la drogue pour aller redistribuer et tu as un laissez-passer. Personne ne te contrôle. À la question de savoir, est-ce que tu peux dire quelque chose contre ça? Il n'a rien dit. Après, on les a renvoyés et on a conservé un responsable. On a dit au responsable, on viendra arrêter les étrangers qui, du moins des nôtres, qui sont dans le trafic de la drogue, mais faites sortir cette personne-là. Nous ne voulons pas avoir de problème avec l'ANC. Les problèmes de drogue, les problèmes de criminalité, c'est dans plusieurs pays. En Afrique, aux États-Unis, en Europe, le taux varie, c'est tout. Donc, aujourd'hui, les Sud-Africains, certains se plaignent du taux de
criminalité. Mais il faut se poser la question, vous vous plaignez de quoi? Oui, c'est vrai, mais qui est responsable? Ce ne sont pas les étrangers forcément, surtout les étrangers sans papier. Je disais il y a quelques minutes, mais est-ce que vous avez un appareil qui vous permet de détecter que oui, celui-ci avec papier, l'autre n'a pas les papiers? Vous faites ça comment? Soyons sérieux. Vous êtes devenu, vous avez fait le contrôle sur chaque personne. Non, ça va dans mille et un sens. Vraiment. Donc, la haine maintenant contre les étrangers, c'est quoi? Ça, c'est le troisième point. C'est quoi la haine contre les étrangers? La haine contre les étrangers, c'est un phénomène qui est entretenu. C'est une vue de l'esprit. Disons comme ça. C'est un phénomène qui est entretenu par des personnes qui connaissent le problème. Le réel problème. L'économie en Afrique du Sud. Comment vous pouvez être un pionnier en Afrique pour le développement? Vous pouvez croître entre 1994, 2008, 2009 et après vous chutez. Il faut trouver un coupable subtilement et faire la passe aux soi-disant étrangers sans papier. Mais, sauf que cette passe-là, ils ne le font pas ouvertement. Ils le font en sourdine. Avec des messages indirects. Ou bien, ce sont les populations qui font le sale boulot. Les populations locales sont elles qui font le sale boulot. Qui est d'ailleurs la résultante du manque de compétences, pas de compétences, de résultats de certains sur le territoire et surtout ceux qui dirigent. Donc, les dirigeants comme en Afrique du Sud, comme dans plusieurs pays du continent, mais je m'arrête d'abord aujourd'hui sur l'Afrique du Sud, les dirigeants ont instauré une sorte de gestion qui n'est pas favorable aux populations locales. Et les populations locales trouvent que le problème viendrait des étrangers. Ça c'est simple. C'est comme ça. L'équation est aussi simplifiée. C'est aussi simplifié que ça. Quand on parle des dirigeants, il faut savoir que les groupes, il y a un groupe, c'est Marche et Marche. Je crois que c'est deux groupes. Et Marche en particulier est très présent dans les marches en Afrique du Sud. Financé, on ne sait pas par qui, mais avec le leader là, c'est une dame. Quand vous écoutez les revendications, les propos des gens au micro, on veut que les émigrés libèrent l'Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont emprisonné les étrangers? Ne sont pas les dirigeants en Afrique du Sud. Les gars ne se posent pas la question qu'il faut se poser. C'est pas les étrangers les dirigeants. Non. Qui est censé créer les politiques d'emploi, d'éducation, infrastructurelle, et tout ce qui va avec développement? Qui est censé le faire? Ce ne sont pas les étrangers. Il faut savoir que certains qui sont dans les pays, plusieurs, quand on va à l'étranger, c'est parce qu'on a une compétence à livrer. Et autant nous sommes bons, autant nous sommes vraiment compétents dans notre compétence, autant nous sommes valorisés, rémunérés et nous restons à nos postes et nous évoluons même. C'est ça. Les étrangers, les émigrés, ils partent quelque part livrer une performance qu'ils ne sont pas parfois à même de livrer chez eux.
sur leur plan local dans leur pays ou bien dans les pays voisins. C'est ça. Donc on a retourné l'arme en disant que c'est ceux qui viennent implémenter ce que les dirigeants ont mis en place qui sont responsables de... Non, ça, faut pas blaguer en politique, hein. Il y a une subtilité, il y a un degré de perversité à l'intérieur qu'il faut même pas chercher à comprendre. Ce sont que les dirigeants qui savent ce qu'ils veulent atteindre. Et une fois qu'ils l'auront, les choses vont se calmer. Et quand les échéances vont arriver, ça va recommencer. Ça va recommencer. Alors, j'ai envie d'aller en profondeur sur cette question. L'image que les Sud-Africains se donnent d'eux-mêmes. Bizarrement, environ 3 millions d'étrangers vivraient en Afrique du Sud. Environ, soit 5,1% de la population. Mais si vous avez un taux de chômage qui va entre 30 et 40%, et vous accusez les populations, vous accusez 5,1% responsable du taux de chômage, du manque d'emploi. Il y a un pays où quelqu'un avait dit que où c'est 32 égale à 500. Donc, vous avez aujourd'hui là, vous dites que c'est 5%, 5,1% qui crée le manque d'emploi, qui crée le chômage, qui peut aller jusqu'à 40%. Ah, mince. Nous là parfois on est bon, hein. Parfois on est trop bon. Franchement, parfois on fait des choses, je sais pas. Oh, ça me fait encore penser à l'affaire que le Sénégal a fait, les affaires de 2 poids 2 mesures là. Mais passons, restons en Afrique du Sud. Non, mais ça n'a pas de sens. Si c'est 3 millions d'étrangers libérés au cas où, ça peut pas être à 100%, ce sera difficile. Mais disons même que les 2 tiers, disons même que 2 millions quittent le territoire. Est-ce que vous pensez que 2 millions, ça va, leur poste qu'ils vont laisser, est-ce que ça va être à même de résorber, d'absorber le taux de chômage? N'oubliez pas que parmi ces étrangers, il y a certains qui vous prêtent de l'argent à vos Sud-Africains. Il y a certains qui vous donnent des conseils, il y a certains qui soutiennent vos familles, il y a certains qui vous emploient. Oui, il y a plus d'un entrepreneur parmi ces étrangers-là. N'oubliez pas ça. Et ces personnes qui vous emploient, vous voulez les chasser. Ou vous voulez chasser certains d'une autre classe sociale. Vous ne pouvez pas faire le tri. C'est pas possible. Mais ce qui est magnifique dedans, c'est que votre rage, votre haine est libérée contre les gens dites de peau sombre. Bizarrement, hein, vous allez trouver d'autres personnes dites de peau claire qui ne sont pas inquiétées. Ça, c'est un sujet que nous allons prendre le temps de développer une autre fois. Parce que quand quelqu'un n'a pas un ventre solide, quand quelqu'un n'a pas une base, n'est pas soutenu par son État, par son pays, même va nous faire n'importe quoi. Les Sud-Africains se comportent ainsi parce qu'ils savent, entre autres, ils font partie des leaders en Afrique. Ils sont le bâton de commandement. Aucune, sinon très peu de nations en Afrique pourront les blâmer sur leurs actes. Hein? Les actes que Trump pose dans le monde. Qui peut le blâmer? Même si aux États-Unis, et on passe à autre chose. Parce que maintenant, on ne peut pas faire le poids ici. Donc, avoir
populations qui se sentent supérieures à d'autres, encadrées par leurs dirigeants. Ces manifestations sont passées. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu des pillages, leurs semblables. J'ai un de mes proches qui fait comprendre que là-bas, il y a dans certaines villes, le taux d'enlèvement est très questionnable, parfois même un peu élevé. Et les gens vivent dans la peur. Tu ne sais même pas qui va venir, qui on kidnappe pour demander la rançon. Tu ne sais pas, aujourd'hui, on kidnappe A, après B. Oui. Moi, j'ai directement vu ça comme un phénomène qui n'est pas non seulement naturel, mais un phénomène qui est souhaité d'être entretenu par les politiques locales au Nigeria. Pourquoi je vais dire ça? Généralement dans les pays, quand il y a un fléau qui naît spontanément, mais les autorités se mettent en place et réfléchissent. Bon voilà, comment résoudre ce problème-là? Elles se mettent en place, elles réfléchissent. Ça prend du temps, dans certains cas, selon la, on dit ça comment, la gravité. Mais ça se résout, ou ça s'atténue. Mais tant qu'un fléau est présent et encadré, ou du moins grandi, il faut savoir que c'est soutenu par certains. Sachez cela. Ou du moins, ça arrange certains. Pour ne pas dire les dirigeants, ça les arrange. Parce qu'ils s'apprêtent, ou du moins ils peuvent continuer leur gestion questionnable, oui, sans que certaines personnes, ou bien plusieurs, ne soient concentrés sur ce qui revient au pays, ou bien que certains ne soient concentrés à observer cette gestion-là, à critiquer, quoi. Donc pendant que les gens sont dans la peur, ils ont le doute, je vais rentrer chez moi aujourd'hui, au lieu de se concentrer sur comment est-ce que l'État est géré, les gens sont dans la peur. Tous ces fléaux qui viennent et qui perdurent, ça a un objectif. Et c'est parfois récupérer ou bien laisser. On laisse ça comme ça en l'air. Oui. Je prends cet exemple parce que il y a certains fléaux qui sévissent aussi, par exemple, dans le pays du continent, au Cameroun. Je pense qu'il y a 2 ans, il y a les gars qui ont commencé à attaquer les bus lors des voyages. Des attaques vraiment sauvages et qui causaient des accidents gravissimes. Mais qu'est-ce qui a été entrepris contre ça? Alors, il y a eu des enquêtes, il y a eu des commissions qui ont été mises en place et on a traqué, comme on aime bien si bien le dire dans le pays du continent, on a traqué ces personnes à moralité douteuse qui étaient responsables de ces accidents, sur plusieurs de ces agressions sauvages, spontanées, brutales, sur plusieurs axes sur plusieurs nationales sur le territoire camerounais. On les a traqués, on les a repoussés dans leur plus profond retranchement et certains ont été neutralisés. Si bien que le fléau s'est atténué, voire même a disparu. C'est pas pour dire ici que il n'y a pas d'autres fléaux qui sévissent au Cameroun et personne n'en parle, ou bien il n'y a pas d'autres fléaux qui sont comment dire, c'est pas tous les fléaux qui sévissent et qui sont réglés au Cameroun, non. La preuve, l'une de nos marmites les plus chauffantes et qui ne s'est jamais arrêtée, c'est la crise au Nozo. C'est une longue affaire et jusqu'à présent, on n'a pas de solution sur le plan local. Les dirigeants ne prennent pas les solutions qu'il faut. Bon, j'ai vraiment pris ces exemples qui donnent du zèle des populations sud-africaines, passant par un fléau qui sévit, par exemple, au Nigeria, qui est un pays
d'ailleurs qui est très très développé sur certains côtés, qui a ses manques aussi, mais qui aussi de leur côté traite certains fléaux très rapidement. Parlant du Cameroun, où il y a des fléaux qui sont gérés rapidement, d'autres qui ne sont pas encore gérés. Oui, mais tout ça, les raisons tournent autour des intérêts. Les intérêts. Je laisse perdurer ce fléau parce que ça me rapporte tel, parce que ça me rassure, ça me permet d'avoir la visibilité ou d'orienter les gens pour faire telle ou telle chose. C'est un peu ça. Donc, ce zèle des populations sud-africaines, ça fait même croire que c'est... Il y a une musique là quand même qui dit que c'est déjà monté au... C'est déjà monté au... Donc, quand tu les vois, regardez les documentaires, comment ils s'expriment. Ils s'expriment au micro comme... Non, ils doivent souvent partir. Non. Ici c'est chez nous, c'est ça. Ils peuvent pas venir prendre nos emplois. Hein? On ne peut pas accepter ça à 6 km. Je suis à 6-10 aujourd'hui. Hein. Je vais vraiment doucement. Ils peuvent venir prendre nos emplois. Ils partent. On les regarde. Et non. Tu sens qu'ils sont zélés. Hein? Ils sont trop loin dans la pensée. Ils sont même à la limite perdus dans leur pensée. Hein? Bon. Ça, c'est une réalité que nous décrivons. Hein. Il faut savoir que c'est une réalité. Je vais être plus loin. Le fléau réclamé par ou l'un des fléaux, la légitimité, les emplois, le chômage, c'est partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a eu récemment une expulsion où ça continue même peut-être sur les étrangers, les 10 sans papier. Sauf que c'est la police qui mène cette action-là. Ce ne sont pas les populations locales. Non. Au contraire, les populations locales sont contre la méthode employée par le gouvernement pour gérer ce fléau. Il y a la criminalité, il y a la drogue. Je vais vous donner l'exemple de un ancien président sud-africain qui, lors d'une conférence, a parlé de l'un des membres de la ANC qui était impliqué dans le mouvement de drogue. Il faisait les passages. Hein? C'est partout. Mais maintenant, qui gère cette affaire-là? Qui est censé régulariser ça? Ce ne sont pas les populations locales. Je vous disais encore qu'aux États-Unis, ça existe aussi. Ça existe en Europe. Je prendrai un exemple d'un pays neutre, en tout cas jusqu'à présent, la Suisse. Je causais avec certaines personnes et alors ils m'ont demandé, mais est-ce que tu as eu vent du traitement ou bien du moins l'actualité, hein? Les populations suisses se plaindraient d'avoir des ressortissants des pays X et Y qui viennent travailler en Suisse et partent consommer dans d'autres pays. Les Français par exemple, les Italiens et d'autres pays. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je lui ai dit, mais déjà, comment est-ce que sont établies les politiques suisses pour gérer cette affaire des étrangers qui viennent travailler en Suisse? Pourquoi les étrangers viennent en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud? C'est parce qu'il y a la demande. Et parce qu'il y a une demande, cette demande remonte aux autorités. C'est un sujet qui est même trop large. Je vais faire une digression sur le cas de l'Allemagne avec la politique de Merkel en 2015, si je ne me trompe, qu'elle a laissé entrer une grosse vague d'émigrés et plusieurs étaient contre ça. Ils n'ont pas compris, n'ont pas vu ce que c'était, ce qu'il appelle maman Merkel, ont vu. Elle a prêté le terrain pour la main d'œuvre.
ici, ou bien dans certains pays de l'Europe, hein, elle a prêté pour les Allemands vraiment le terrain. Parce qu'il y a des métiers que les Européens ils refuseraient de faire. Et ceux-là, comme en Afrique du Sud, les Tanzaniens arrivent, ils travaillent dans les mines, ça ne les gêne pas. Vous voyez, en Europe, il y a des métiers de manutention, maçonnerie, peinture, et tout, construction, que les locaux en Europe refuseraient de faire. Et pour les Étrangers, ça ne les gênerait pas. Fermez la parenthèse, la discussion sur la politique de Maman Merkel. Alors, quand il y a la demande remonte au niveau des autorités. Ils créent des politiques d'immigration. Ils adaptent leur programme. Ils laissent entrer un certain nombre de personnes selon le besoin qui va être formé et comment les absorber après leur formation. Et ensuite, quand le quota est arrivé, ou du moins parfois d'autres personnes qui sont aptes à travailler dans les délais les plus brefs. Oui. Comment donc absorber ces immigrés? Comment ils sont intégrés? C'est ça la question. C'est ça toute la belle question dans l'affaire. Oui. Les gens se plaignent. Et maintenant, qu'est-ce que la Suisse fait? Il faut créer, comme la France, chaque pays voisin de la Suisse a un taux d'imposition selon, en tout cas, la Suisse a, par exemple, créé un taux d'impôt quand tu vis sur le territoire ou tu travailles dans le territoire et tu vis ailleurs, par exemple. C'est différent du taux d'imposition, par exemple, que quelqu'un qui vit en Suisse A. Vous voyez. Donc, du fait que certaines populations suisses se plaigneraient, quand on voit les Sud-Africains se plaindre, c'est pas nouveau, ce n'est pas forcément à tort, mais la manière. J'ai pris l'exemple de la Suisse ou bien de l'Europe parce que les Sud-Africains, ils sont parfois tellement zélés et le zèle, c'est pas une insulte, hein. C'est quand quelqu'un vraiment, parce que certains vont peut-être penser que c'est pas une insulte, c'est quand quelqu'un, il se croit vraiment permis des choses sans limite, quoi. Donc, je disais que en Europe, il y a des politiques qui encadrent les populations, qui leur donnent un certain minimum. Qui même en cas de chômage, il y a des orientations de formation afin de pouvoir absorber, réduire le taux de manque d'emploi. C'est ce qui n'existe pas en Afrique du Sud, ou encore au Cameroun, ou dans plusieurs pays du continent. Donc, le fait d'avoir des politiques qui suivent et qui atténuent ces plaintes des populations en Europe ou bien des populations en Suisse et tout qui existeraient, c'est ça qui fait en sorte que ce fléau est pratiquement inexistant. Parce que vous allez voir, moi je dis ça au gars avec qui je parlais, il a dit que les revendications là parfois ne durent que le temps où on en parle et c'est fini. Ce sont des interrogations que certains se posent, hein? Parce qu'ils aimeraient aussi que ce soit les Français, les pays autour viennent travailler chez eux, hein? Et consomment aussi chez eux pour faire tourner leur économie. Mais en travaillant chez eux, ça fait aussi consommer, ça fait en sorte que l'économie tourne. Ils amènent des performances, la Suisse produit et c'est vendu partout. C'est toujours l'économie pour laquelle ils travaillent. Donc même seulement le fait d'entrer, ils n'en sont pas pour rien. Et ce dont on se plaint là, on se plaint pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas entrés pour venir s'asseoir, non, ils veulent donner une performance. Et comme ce qui s'est passé ici en Allemagne, ou du moins dans plusieurs pays de l'Europe, il y a plusieurs
il y a plusieurs années, en 2015, il y a eu des politiques critiquables sur la gestion des immigrés parce que il y a certains fonds qui n'ont été alloués, on a mis à leur disposition pour qu'ils s'intègrent. Sauf qu'après, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à rembourser, ils ont commencé à être plus productifs que ce qu'on a dépensé à la base pour les intégrer. Pas pour les accueillir, hein. Intégrer. Comprenons-nous. Donc, en Afrique du Sud, les gars se croient supérieurs, ils se croient carrément dans une autre planète où ils auraient d'autres privilèges. Non, non. Et il n'y a pas de politique qui encadre le manque d'emploi qui se vit là-bas. C'est pareil, ça se vit aussi. Que ce soit au Ghana, au Cameroun, d'autres pays. Pardon. J'ai pas avalé de travers là. Il y a ce phénomène-là qui se vit aussi dans d'autres pays, sauf que c'est plus ou moins atténué ailleurs que chez nous les Sud-Africains. C'est moins atténué là-bas. Et pire encore, ce sont des phénomènes qui sont encadrés, entretenus de temps à autre pour des fins plus ou moins politiques, électorales. Ce sont des phénomènes qui sont ponctuels et disons-nous quelque chose. En renvoyant tous les étrangers hors du continent, hors du pays d'Afrique du Sud, les emplois ne vont pas directement être comblés. Vous n'aurez pas directement les emplois. Oubliez ça. Vraiment, vous êtes en train de vous tromper. Vous vous trompez très mal. Au contraire, quand vous allez finir avec les étrangers en Afrique du Sud, vous allez commencer à vous attaquer à d'autres populations voisines. À d'autres tribus. Ça va devenir une affaire de cette tribu a plus de privilèges que l'autre, ou bien comme moi. C'est un peu ça. Vous voyez, je prends bien l'exemple du Cameroun. Il y a un phénomène là qui se vit. On a fait croire à certains qui sont supérieurs. On a fait croire qu'il y a des divisions. Tout ça à la base, l'Afrique c'était un. Tout ça à la base. Les divisions ont été créées, entretenues, ont été perverties. Dans le sens de plus gérer les gens, de plus éparpiller les gens. Les divisions ont été entretenues dans ce sens-là. Donc, au Cameroun, il y a plusieurs tribus. Parfois, il y a des montées de haine et tout. Mais, plus ou moins, je ne sais pas comment les gars ils réussissent ça, mais ça s'atténue. Ça pouvait aller dans le sens de se déchirer, de colère excessive d'un côté ou de l'autre. Mais les gars, ça va. Ça se maintient. En tout cas, on n'observe pas ce qui se passe en Afrique du Sud. C'est pas beau. Donc, je tiens pour dire que après les étrangers, ce sera vous-même. Après vous-même, vos concitoyens des autres tribus, ce sera vos enfants que vous allez chasser. C'est ça. Donc vous êtes en train de nourrir une haine contre vous-même. La haine, c'est vous-même que vous chassez. Et vous ne savez pas. Vous êtes en train de chasser quelqu'un. Vous croyez que non, c'est parce que je l'appelle étranger sans papier. Alors que c'est vous-même. L'Afrique du Sud, les Sud-Africains, certains, ils doivent intégrer dans leur moralité d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Pourquoi ils se battent? Mettez plus le regard sur la gestion interne des affaires du pays. Encouragez les mouvements sur place qui sont les syndicats qui sont censés selon la structure du pays, que ce soit le Parlement, que ce soit je sais pas trop, qui sont censés observer la gestion de l'État. Encouragez-les.
aller dans le sens de l'électorat, dans le sens de, du suivi de l'action gouvernementale. C'est ça qu'il faut faire. Le problème est là-bas. Vous chassez le problème dans les émigrés. Non! Vous regardez pas, il faut les gars. Non, 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 non. Vous regardez pas au bon endroit. Donc, commencez d'abord par regarder ça. Tant que vous n'allez pas le faire, ce sera une boucle rébellote. On va chasser 2 millions, 1 million d'immigrants. Quand les échéances vont passer, les choses vont s'atténuer. 2 millions ou 3 millions d'étrangers vont encore entrer. Et ça va se répéter, ainsi de suite. Vous allez voir que ces personnes qui dirigent les mouvements marche, ils vont se sucrer. Après, ils vont disparaître. Ils vont passer à autre chose. Ils vont faire des transitions politiques. Vous allez voir. Tout ça, c'est le positionnement géostratégique. C'est le positionnement dans une politique. Tout ça, c'est du positionnement. Vous pensez que vous faites vos revendications? Non. La dame qui dirige marche. Parce qu'elle a été renvoyée, elle est sortie d'une chaîne de radio récemment, avant de se lancer dans ce mouvement, de prendre la tête ou de créer ce mouvement. Donc, je voulais vraiment aller en profondeur sur ce sujet de l'Afrique du Sud, la xénophobie en Afrique du Sud. Ce n'est pas beau ce qui s'y passe et les Sud-Africains doivent se réveiller. S'ils ne le font pas, c'est l'Afrique qui souffre. Ce sont les divisions, au-delà des tribus, la haine pour son prochain, au-delà de, je veux dire quoi, du manque d'emploi ou de ce qu'on voit seulement devant son nez. Ce sera le ralentissement de... On continuera à contribuer au ralentissement de l'Afrique. C'est ça qu'on est en train de faire, malheureusement. Si vous ouvrez les yeux, vous voyez les méga stades que la Chine construit. Regardez la Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis. Certains pays en Afrique, comme le Maroc, se démarquent dans leurs infrastructures. Investissent dans la formation des footballeurs, investissent dans l'éducation, investissent, se positionnent. Le résultat se reflète au niveau du stade. Sur le long terme, là où d'autres d'ailleurs sont arrivés avant eux, mais n'ont pas su tenir le bâton de commandement, n'ont pas pu mettre les politiques pour suivre. Donc, la stabilité, vous allez voir, c'est un pays sur le continent africain qui se démarque par leur discipline. Il peut y avoir des événements critiquables, mais vous allez voir, c'est un pays qui se démarque. Oui. Et ça, c'est parce que il y a des politiques qui sont mises en place pour entretenir ce développement. Et c'est ça qui manque en Afrique en grande partie. Donc, le problème sud-africain, la xénophobie, c'est non seulement c'est un problème qui est infime, mais c'est un problème qui représente aussi toute l'Afrique. Je dis c'est infime parce que quand vous baissez la tête et vous regardez, je dis parfois c'est un peu comme faire l'autruche qui met la tête dans le sable pour cacher sa peur. C'est ça qui rend le problème tellement petit. Alors que quand il regarde les défis qui sont en face de lui, mais là vraiment il se rend compte qu'il y a du travail. Et chez nous, en particulier au continent, ici là, en Afrique, au Cameroun en particulier, et d'autres pays aussi, il y a ce manque de politique qui vise à encadrer, qui vise, une seconde, je suis à 6-11, c'est le 9e kilomètre. Donc je dis qu'il y a ce manque de politique et c'est l'Afrique qui souffre, qui galère. L'Afrique qui est à la traîne. Vous allez voir des talents qui sortent émerger ailleurs.
Et quand ils vont revenir, on va les regarder, chacun va vouloir les récupérer. Les politiques vont vouloir les récupérer. C'est de bonne guerre. Et dehors, si c'est le positionnement. Donc, vraiment nous exhortons, nous les gars du continent, encourageons nos frères et sœurs, encourageons-nous à regarder l'évolution du monde. Encourageons-nous à nous mettre à la page. Dans tout ça, vous allez voir, les Européens passent, ou bien les autres continents passent sous notre nez. On ne se rend pas compte, parce qu'on se déchire, on bavarde tout le temps. On bavarde tout le temps, c'est le bavardage. Bavardage. Vous verrez difficilement la Belgique insulter les Français, disant que c'est bien, on vous a battu, vous rentrerez aussi. Vous verrez très difficilement l'Espagne insulter le Portugal. Oui, vous croyez que quoi, hein? Bande de nullards. Non, ça c'est... Les gars, sortons de... Tant qu'on ne fait pas un pas, on restera dans la distraction. Tout ça, le bavardage. Les gars doivent créer des valeurs. Restez en activité, restez sur le plan éducatif, développez-vous, encadrez vos startups, cherchez les emplois. Il y en a, c'est pas que ça manque. Et des perspectives personnelles, des perspectives familiales et des perspectives dans la société. De tout ça, on vous éloigne. Et les Européens, ou du moins même les Américains, les Chinois, ils se sucrent. Beaucoup de nos jeunes ingénieurs travaillent étant dans leur pays, pour les Américains, à des très bas salaires et font des tâches qui sont sur une période limitée. Des tâches qui seront, entre autres, dissoutes, ou du moins qui ont pour objectif de rassembler les données qui seront transmises à l'intelligence artificielle, qui va à son tour pouvoir sauvegarder, améliorer la base de données pour rendre les intelligences artificielles plus efficaces, plus accessibles, plus performantes. Et vous voyez, une grande partie de nos jeunes africains, frères et sœurs, travaillent dessus à des prix vraiment très très bas, extrêmement bas, au profit d'autres continents. Alors que nous sommes là, nous avons le droit à ça, à jouir de ce que notre jeunesse est capable de faire. Mais pour plusieurs, ça passe chercher à l'étranger. C'est ça. Parce que ça manque, il n'y a pas la possibilité sur place, où elle est très restreinte, d'avoir les possibilités sur le continent. Donc, les gars nous passent devant le nez. Aujourd'hui, on réfléchit sur l'intelligence artificielle. C'est ça. Vous verrez des Chinois, des robots chinois qui assistent la police dans la rue.